sauver la forêt primordiale. Non, le monde de la lune. Habitants chers la terre. Le Congo profond. Une heure d'intervention pour M. Clapeau. Ça va aller. Bonsoir, merci beaucoup d'être venus si nombreux. La première fois que j'ai donné cette conférence, c'était à l'université de Grenoble. Et j'avais été invité par des étudiants panafricains, donc du continent aussi bien que de la diaspora. Et l'intitulé ils étaient des étudiants de master, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans. Et l'intitulé les avait particulièrement laissés perplexes. Voilà, ce sont nos enfants qu'on envoie à l'école, qui se forment dans des universités et qui ont du mal à recevoir un discours sur la possibilité que le continent mère soit d'un jour la première puissance économique de ce monde. Bon, je n'ai pas voulu leur rappeler qu'elle a été pendant des millénaires, et donc ce qu'elle a été, elle peut le redevenir, encore faut-il en avoir connaissance et ensuite conscience. Bon, c'est ce que je vais essayer de faire. Il ne s'agit pas d'une prophétie, c'est un peu de prospective, même pas de la prospective. Je vais rappeler ici un certain nombre de paramètres macroéconomiques que vous pouvez trouver, je vais citer les sources, que vous pouvez trouver, c'est de l'information dite blanche, c'est-à-dire facile d'accès, qui ne souffre d'aucun secret. Et que tous ceux qui s'intéressent à ces questions trouvent assez facilement depuis une grosse décennie déjà, 10-15 ans, on le sait, que la première puissance économique de demain, celle que nous léguons à nos enfants, le monde que nous léguons à nos enfants, aura l'Afrique comme son épicentre civilisationnel et notamment économique. C'est ce que je vais rappeler rapidement parce que malheureusement, nous sommes les derniers à le savoir. C'est fort de match. C'est parti. Alors, c'est quoi l'Afrique, paramètres géographiques, 30 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près 20% des terres émergées, 1,5 milliard d'habitants. Alors, quand moi je parle d'Afrique, je suis panafricaniste. Donc, quand je parle d'Afrique, entendez le continent mère et la diaspora. Tous les pays dans le monde où des Africains ont été déportés par les déportations, notamment transatlantiques, sont des pays où on trouve des Africains et il faut les considérer comme tels. Enfin, en tout cas, d'un point de vue panafricaniste qui est le mien. Donc l'Afrique, c'est aussi les 400 millions, l'estimation, les 400 millions d'Africains hors du continent. Et bien si je fais la somme de ces deux, 1,5 milliard, à peu près un petit milliard et demi sur le continent et 400 millions hors du continent, l'Afrique telle que je l'entends est la première masse démographique de ce monde. C'est un scoop. Il faut savoir que le continent, au sorti de la conférence de Berlin, donc aux alentours de 1885, le continent faisait à peu près 230 millions d'habitants. On estime sa population à peu près 230 millions d'habitants. Donc, la famine, Ebola, Sida, tout ce qui ça, les invasions acridiennes, tout ça n'a pas empêché que le continent refasse son potentiel démographique en à peine un siècle. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est compréhensible parce que nous sommes les premiers nés. Nous avons 300 000 ans d'histoire avant d'avoir connu ces 500 dernières années. Et donc, cette expérience multimillénaire de la vie a permis que nous reconstituions nos capacités démographiques dans des conditions jamais connues par aucun autre peuple sur cette terre. Ceux qui ont subi le centième de ce que nous avons subi ont disparu. Ou bien ils sont retenus dans des réserves dites indiennes. Imbibés d'alcool, etc. Ils ne croissent pas démographiquement. Et ceux qui ont perpétré ces crimes ne croissent pas démographiquement non plus. Vous savez que l'Allemagne est l'un des pays les plus décroissants démographiquement au monde. La Suisse dispute le record de suicides annuels. Donc, on va dire, du nord au sud, on a à peu près 8000 km et d'est en ouest, on a à peu près 7400 km. Donc, c'est vraiment une très grosse masse
c'est de cette Afrique que je vais vous parler, mais du point de vue économique. En présentant d'abord ce que je viens de dire, à savoir que c'est la première puissance démographique. Le continent plus la diaspora, c'est la première puissance démographique. C'est une condition nécessaire et préalable pour envisager quoi que ce soit. Car la première richesse d'une nation, c'est sa population. S'il n'y a pas de reconstitution des capacités démographiques, on ne peut pas envisager de puissance économique qui s'assaille ça. Non. On est dans la régression, dans le déclin, etc. Indéfiniment. Donc, je voudrais vous livrer un scoop. Toutes les données que je vais vous présenter viennent essentiellement de la CNUSED, des rapports de la CNUSED, de ceux de... Enfin, bon, je vais vous citer mes sources, hein, vous pouvez aller sur Internet, les télécharger, les documents, et les lire éventuellement. Mais ces sources ont ceci de caractéristiques, elles sont systématiquement sous-estimées. Elles sous-estiment systématiquement le potentiel du continent. Lorsqu'on vous dit qu'à l'horizon 2050, ou bien 2100, il y aura 4,5 milliards d'Africains, c'est parce que on rêve que les vaccins stérilisants de Bill Gates modifient le taux de fécondité du continent. Parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Niger, c'est une femme pour 6 enfants. Donc les Blancs sont en train de réfléchir comment faire pour que nous arrivions aux alentours d'une femme pour deux enfants et demi. C'est ça le taux de fécondité, je le représente comme ça pour que chacun comprenne. Et une femme pour 2 enfants, 1, c'est à peu près le taux de fécondité en France, enfin le taux de croissance naturelle de la population en France. Quel est le taux le plus dynamique en Europe? En Afrique, au Niger, où c'est le plus élevé, le Niger c'est le pays de l'uranium, mais vous savez, Areva, le précaré d'Areva. Au Niger, c'est une femme pour 6 enfants et de façon générale, en moyenne sur le continent, c'est une femme pour au moins 4 enfants. Les Blancs espèrent que ce taux soit ramené à des niveaux comparables aux leurs. Et c'est sur cette base que leur projection donne 4,5 milliards. Si vous prenez toutes les projections démographiques sur le continent d'il y a 30 ans, vous regardez par exemple, il y a 30 ans, à combien on estimait la population de l'Afrique en 90? Sous-estimé. En 2000, sous-estimé. En 2010, sous-estimé. À plus fort raison en 2100. Systématiquement sous-estimé. Lorsqu'on prend aussi les réserves prouvées de ressources naturelles, sous-estimées. Il faut savoir qu'aucun des pays, à mon humble connaissance, aucun pays africain, des 54 États africains, aucun n'a la maîtrise de la connaissance de ces ressources naturelles. Toutes les cartes géostratégiques sont en possession privée de multinationales. Donc, les continents, l'Afrique, les Africains connaissent moins leur potentiel et ceux qui le savent le sous-estiment dans leur publication. C'est systématique. Donc, ayez ça en perspective lorsque je vous avance ces chiffres. C'est les plus bas. Et pourtant, ils sont déjà particulièrement éloquents. Nous serons donc, d'après ces chiffres, nous serons un quart de la population du monde sera africain d'ici 2100. Donc, les voici, vous pouvez prendre tout ça, 4 milliards, etc. Comme je ne suis pas démographe, je ne vais pas le hurler, mais à mon avis, c'est aux alentours de 6 à 7 milliards. Il faut compter 6 à 7 milliards d'ici 2100. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est déjà pas mal à 4 milliards. Et bien entendu, comme je ne suis pas un africaniste, à ces 4 milliards, il faut ajouter les projections concernant la diaspora. Et là, bon, il n'y a pas match. Donc, première puissance démographique au monde, et je vous dis, c'est la condition préalable indispensable pour envisager le reste. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que ça. Mais c'est ça que tous les alarmistes, récemment vous avez vu le petit Macron, qui a épousé sa grand-mère, qui se plaignait de ce qu'il y a trop d'enfants en Afrique. 60% des terres arabes au monde sont en Afrique. Donc on a largement de quoi nourrir notre population, il faut juste que les bases militaires françaises notamment dégagent. Libèrent la place pour qu'on fasse des champs. Alors, vite fait, un peu de géographie humaine. Regardez un pays comme le Nigeria, il est estimé aujourd'hui à la population des États-Unis et à l'horizon 2100, la population du Nigeria sera comparable à celle de l'Europe. Je vous ai dit, on dit 433 millions le Nigeria,
Je pense que ce sera aux alentours de 600 à 700 millions, donc la population actuelle de l'Europe. Le Nigeria, un seul pays, aura une population comparable à celle de toute l'Europe. Il faut que nous ayons ça. Ces données macroéconomiques tout à fait libres d'accès. Il n'y a pas besoin de faire des hautes études pour les avoir. Donc voilà, quand nous on est obnubilés par l'Europe, ayez en conscience que vos enfants, ils vivront dans un monde où l'Europe sera, toute l'Europe sera de la dimension d'un pays africain au point de vue démographique. Je ne vais pas insister sur ce point parce qu'on m'a donné 1 heure, mais ayez ça en perspective. Les 500 ans que nous venons de subir avaient pour conséquence nécessaire notre disparition. Par conséquent, le fait d'avoir reconstitué notre capacité démographique est un événement sismique. Nous sommes les derniers à en avoir conscience. Et c'est dommage. Donc, bon, voici les autres pays, Éthiopie, etc. Bon, je passe sur un autre aspect. Donc, population, on est bon. Ressources minières, ça, tout le monde le sait un peu, ressources naturelles. Donc, je vous donne quelques scores. Et j'attire votre attention sur le fait que ces scores sont sous-estimés. 97% de cuivre, 80% de coltan, 50% de cobalt, 57%, etc. Et c'est sous-estimé. Et pourtant, c'est déjà un scandale géologique. Alors, l'Afrique est aussi une puissance foncière. On estime aux environs de 860 millions d'hectares disponibles pour l'agriculture. Parmi des terres parmi les plus riches et fécondes au monde. Donc, les superficies encore inexploitées, voilà. Hein? Non, mais ce sont des données disponibles. Je vous ai dit ça, c'est CNESED. Vous connaissez la conférence, la Commission des Nations Unies pour le développement et l'éducation et le développement. Vous tapez le rapport, ça sort, c'est des rapports annuels, région par région, même pays par pays, et vous avez ces données. Donc, bon. Alors, je vous présente ça. C'est le rapport annuel d'une ONG qui s'appelle Global Financial Integrity. Global Financial Integrity étudie les illicit flows, les flux illicites, les flux financiers illicites dans le monde et notamment en Afrique et dans différents pays du monde. Alors, en 2013, ils ont sorti un rapport spécifique sur l'Afrique. Les données que je vais indiquer dans la suite de mon propos viennent de ce rapport dont vous avez la couverture à gauche. Si vous allez sur le site de Global Financial Integrity, vous allez avoir toutes les données. C'est libre d'accès à un PDF. Français ou anglais. Là, c'est anglais, je suis désolé, mais bon, c'est pas très difficile à lire. Et ça, c'est le rapport de cette année, 2019, qui est à votre droite. Donc, les données dont je vous parle ici sont absolument accessibles. Pas de secret. Donc, je ne vous invente rien sur ce que je dis, en tout cas sur les données quantitatives. Alors, je vais donc solliciter davantage le document sur l'Afrique. Et voici ce qu'on dit dans ce document. L'Afrique est exportatrice nette de capitaux depuis Nani Nana. On va dire depuis le soleil des indépendances, depuis les années 70, période où ces travaux sont menés. L'Afrique est exportatrice nette de capitaux. Ceux qui vous racontent qu'ils n'arrêtent pas d'aider l'Afrique, qu'ils n'en peuvent plus de nous aider, ils racontent n'importe quoi. D'abord, chaque unité monétaire d'aide au développement injectée en Afrique rapporte environ 1,5 unité au pays qui a aidé. En réalité, l'aide au développement est une aide au développement des intérêts de ceux qui aident. Et donc, Thomas Isidore Sankara disait, apprenons à nous passer de l'aide qui ne nous permet pas de nous passer de l'aide. Donc, les sommes qui ont été retirées, ça c'est Raymond Baker, c'est le directeur de GFI, donc de Global Financial Integrity. Il dit ceci, les sommes qui ont été retirées de l'Afrique, des centaines de milliards de décennies en décennies, dépassent de loin l'aide publique au développement. Et ces sommes sont estimées entre 1970 et 2008, ces sommes sont estimées à 854 milliards.
c'est-à-dire près de 800 ans de budget de la CTM, qui a été illégalement sorti d'Afrique au cours de la période 70-2008. Et le rapport de cette année confirme que cette tendance ne s'est pas ralentie et que l'Afrique est restée exportatrice nette de capitaux et que cela s'aggrave. Donc si on vous dit, attention, non, l'aide là, ça c'est non. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher de l'argent ailleurs, il faut empêcher que celui-là sorte déjà. Ça suffit pour investir. Puisqu'on a estimé que sur 10 ans, pour résorber le gap d'infrastructure, c'est-à-dire construire les trains, les aéroports, les véhicules, etc., nécessaire, il faudrait 900 milliards. Ça, c'est une étude, bon, je peux vous donner les références. 900 milliards à raison de 10 milliards par an pour construire les chemins de fer, les autoroutes, etc., pour ramener l'Afrique au niveau nécessaire d'intégration transafricaine. C'est ce que les gens ont volé en illicit flows. Et là, quand on dit illicit flows, ce sont les flux illicites traçables. Hein, on ne parle pas de tout ce qui n'est pas tracé. Donc, considérez que ça, c'est le sommet d'un iceberg. Là, c'est faramineux. Si c'est moi qui le disais, à partir de la petite, on devrait dire, oh là là, je vous ai donné les sources, allez vérifier. Hein. Bon, depuis que ce rapport de 2013 est sorti, beaucoup d'autres organismes ont voulu en prendre le pas. C'est devenu un peu à la mode, quoi, de retracer les flux illicites pour apparaître comme ne participant pas de cette magouille. Donc, l'OCDE, vous connaissez l'histoire de l'OCDE? J'ai combien de minutes là? Est-ce que je peux faire une décision vite fait? Alors, l'OCDE, c'est... ça vient de quoi? Ça vient du plan Marshall. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont rassemblé un certain nombre de pays européens dans un groupement pour leur appliquer le plan Marshall. Une aide qui avait pour vocation de faire de ces pays les débouchés de l'industrie américaine particulièrement florissante, puisque la guerre a évidemment détruit les capacités productives industrielles de l'Europe. Donc, ce sont ces pays regroupés pour le plan Marshall afin de leur éviter, enfin, de les empêcher de verser vers le bloc de l'Est, le bloc soviétique de l'époque. Ce sont ces pays qui sont devenus progressivement l'OCDE. Ils ont été rejoints par d'autres pays non européens. Eh bien, ces pays, quand on parle de mondialisation, il faut savoir que les transactions dites mondiales ont en volume et en valeur à peu près 75% de ces transactions ont lieu entre ces pays eux-mêmes. Donc l'économie mondiale, c'est en réalité l'économie entre pays OCDE et dont les autres pays ont des fonctions de fournisseurs de matières premières, de main-d'œuvre, etc. Et notamment l'Afrique, évidemment, fournisseur de matières premières. Donc l'OCDE prend aussi son étude où on établit que, voilà, l'Afrique est exportatrice nette de capitaux. Je ne vais pas lire, vous voyez ça. Et vous pouvez le vérifier si vous allez sur les sites de l'OCDE. Bon. J'arrive maintenant sur des données macroéconomiques relativement récentes. Les rois de la croissance sont en Afrique, donc sur le top 10 des pays à plus fort taux de croissance, il y a plein de pays africains. Hein, on voit même le Sénégal, etc., le Ghana, l'Éthiopie, etc. Donc, en 2018, donc l'année dernière, hein, les 10 pays présentant la plus forte croissance, il y a 60% de ces pays étaient des pays africains. Bon, ça, ce sont les données qu'on présente bien volontiers. On oublie de vous dire que cette croissance est extravertie. Mais bon, je ne vais pas rentrer dedans. C'est-à-dire que ces fruits appartiennent à autrui, certainement pas aux populations. Bon, quelques exemples sectoriels. Le marché de la téléphonie mobile, depuis la décennie 2000, le marché africain de la téléphonie mobile est le plus important au monde. En volume, ce marché représente le marché cumulé des États-Unis et de l'Europe. Donc, je veux dire que le nombre de téléphones en Afrique est comparable au nombre de téléphones en Europe plus celui des États-Unis. C'est le premier marché au monde de téléphonie et le marché à plus forte croissance en volume. Donc aujourd'hui, il y a des compagnies, je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai pas voulu mettre des vidéos parce que j'ai que 1 heure et les vidéos ça aurait plus beaucoup de mon temps, des paroles. Est-ce que vous connaissez Véron Mancourt?
Qui est-ce qui connaît Véron? Aïe aïe aïe, vous ne connaissez pas le Bill Gates de demain. Donc quand on parle d'Afrique, vous voyez pas, Boko Haram. Véron Mankou, c'est un jeune qui doit avoir à peine, il a moins de 40 ans. Et qui fabrique lui-même les téléphones en Afrique. Il a commencé par les concevoir et les faire fabriquer en Chine, mais depuis quelques années, il a ses propres usines au Congo et il fabrique des téléphones, des smartphones, etc. L'un de ces smartphones porte le nom de mon premier fils, s'appelle Eligia. Espérance en lingala et en Kikongo Swahili, etc. Donc, Véron Mankou, c'était un jeune africain dans les technologies de la téléphonie mobile qui est très très fort parce que lui, c'est pas seulement le hard, le téléphone, le physique, ce sont les contenus, les applications qu'il met dedans et qui sont généralement en langue africaine et qui répondent directement aux besoins des populations africaines. Notamment, vous savez que le e-banking est particulièrement le e-money, le e-banking est particulièrement développé en Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez le PESA. Bon, renseignez-vous alors. Non, je sais. C'est pour vous donner le coup à vous informer sur ces questions-là aussi. Parce que le monde dans lequel vivront nos enfants sera africain. Ça, c'est irréversible. Donc, nous ferons mieux de le leur apprendre dès maintenant. Parce que ça, ils n'apprennent pas à l'école. Alors, donc, voici le taux de croissance téléphonie mobile. Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. Tout est disponible sur Internet. Qu'est-ce qui connaît Nollywood? Ah, non, Nollywood, Bollywood, enfin. Nollywood, c'est l'industrie cinématographique du Nigeria. Vous avez vu le pays que je vous ai montré là, qui a la population des États-Unis et qui va bientôt avoir la population de l'Europe. Eh bien, c'est la deuxième industrie cinématographique au monde. Bien? Non, ça c'est le Nigeria, le Niger. Avec moi, c'est Niger. Mais Bollywood, Nollywood, c'est la deuxième industrie cinématographique au monde qui fait travailler plus d'1 million de personnes au Nigeria. Alors, il y a quelques semaines, ou quelques mois désormais, j'entendais dans une plénière de la CTM qu'on allait mettre 600 000 € dans un document, enfin dans un projet d'épisodes, de 10 épisodes, avec un budget global de 10 millions. Donc la CTM allait mettre 600 000 € dans le projet parce que on leur a vendu que le personnage principal de ce feuilleton, c'était la Martinique, etc. Bon, je vous passe le titre provisoire du feuilleton parce que c'était hallucinant. Je crains. Qui est-ce qui s'en souvient du titre provisoire? Crime sous les cocotiers ou un truc comme ça. Crime sous les tropiques. Crime sous les tropiques, c'est ça? Un truc comme ça. Bref, avec les 600 000 €, si on les avait confiés à des acteurs du cinéma martiniquais pour fabriquer leur projet à Nollywood, ils auraient fabriqué au moins 5 documents de la taille de celui que vous allez fabriquer avec les 600 000 aux côtés des 10 millions. Je ne sais pas si je me fais entendre. Le coût de revient de la production cinématographique à Nollywood est imbattable. Juste imbattable. Donc si on investit 100 000 € dans une telle industrie, on produit beaucoup plus que les 100 000 € investis dans l'industrie cinématographique française. Où la moindre heure de machiniste vaut une fortune pour un Africain. Donc, s'intéresser à l'Afrique, c'est aussi regarder les possibilités de coopération en matière d'industrie cinématographique. Ça peut être avantageux. Donc, voilà. Je vous parle du tourisme. Donc, j'ai parlé de cinéma, je parle de tourisme, j'ai évoqué la téléphonie mobile, mais je ne vais pas faire le benchmarking des secteurs économiques africains, parce que j'aurais voulu vous en parler de 10 secteurs, notamment l'aéronautique. Vous savez que le Nigeria, depuis une petite décennie, lance des satellites de télécommunications. Non. Comme manière. Ça va pas. L'Angola vient de lancer en 2017, je crois, son premier satellite. L'Angola, ça fait 2 pays africains qui lancent des satellites. Non, le Ghana, oui. Le Ghana aussi, oui. Le Ghana, effectivement. Mais je pensais au Ghana pour l'industrie automobile parce que vous connaissez certainement la marque Kantaka.
Ah bon? Je fais exprès, hein, je me doute bien que moins d'1% des notes savent ce que je vais vous dire. C'est pour cela que je le dis. Mais je vous titille un peu. Allez voir, les Africains fabriquent des automobiles, des SUV, mais d'une puissance. Hein? Parce que le bois, nous, on ne prend pas ça qui boit, hein, ça c'est du bois même. Et donc, quand vous voyez l'intérieur, etc., quand on dit du cuir, c'est pas comme du cuir des Chinois là. Bon, on passe. Alors, investissons l'Afrique. Hein? Après tout ce que je vous ai dit, ça peut être intéressant d'investir l'Afrique. Je n'ai pas dit d'investir en Afrique, mais d'investir l'Afrique. Parce que nous sommes les derniers à investir l'Afrique. Là, nous sommes présents par les armes, etc., des positions militaires de plus en plus renforcées. Vous connaissez le projet Africom. C'est même plus un projet puisqu'il est mis en œuvre. Africom, c'est la tentative d'occuper la bande de l'Afrique où se trouvent des minéraux, des minéraux stratégiques de l'industrie d'avenir. Donc les États-Unis ont décidé de partager l'Afrique en deux, de prendre une partie du sud du Maghreb, donc du sud de l'Algérie où il y a du gaz naturel, et du nord du Mali où se trouvent les forces françaises, où cette nappe de gaz naturel, bien entendu, ne s'est pas arrêtée dans les frontières de Berlin. Eh bien oui, elle traverse, elle est à cheval entre l'Algérie et le Mali. Et donc les Français ont pris des positions aussi, tout ça. Et les Américains ont conçu un projet Africom pour occuper toute cette bande parce que c'est là où il y a or, uranium, gaz naturel, pétrole, tout ça, ça et ça, diamant. Donc les autres prennent des positions militaires, c'est ce qu'ils savent faire. Et à nous d'investir le continent mer. Comment on peut le faire? En comprenant deux, trois petites choses. D'abord, faible intégration régionale. C'est-à-dire que les pays africains sont ceux dans le monde qui font le moins le commerce entre eux-mêmes. Il faut savoir que pour partir de Brazzaville vers Kinshasa ou vice-versa, ce sont deux capitales de deux pays, c'est le seul cas au monde, qui se font face et qui sont séparés par un cours d'eau. Donc vous voyez les lumières à Brazzaville, quand vous êtes à Kinshasa et vice-versa. Eh bien, pour aller de Brazzaville à Kinshasa, il faut aller à Paris. Je répète, pour aller de Brazzaville à Kinshasa, l'avion va à Paris et puis il revient à Kinshasa. Et pour traverser ce bras de fleuve, il faut un visa. Et donc les populations riveraines font des embarcations de fortune pour traverser évidemment. Et elles souffrent avec les tracasseries douanières, etc. Donc c'est un cas unique au monde, vous pouvez l'étudier. Donc l'intégration, la libre circulation des personnes et des marchandises et des capitaux en Afrique est particulièrement entravée par la faiblesse des moyens de télécommunication, de routes, etc. Mais aussi, vous connaissez l'histoire de l'arnaque du franc CFA. Vous savez que le franc CFA c'est une monnaie en trois. Vous savez ça? Bon, c'est une même monnaie, mais qui a trois zones. Le Congo est une zone, l'Afrique centrale est une zone, l'Afrique de l'Ouest est une zone. Et cette même monnaie n'est pas convertie en elle-même d'une zone à l'autre. Et vous avez compris ou bien? Si vous prenez des francs CFA ouest-africains, que vous allez en Afrique centrale, vous devez passer par l'échange. Vous devez changer vos francs CFA ouest-africains contre des francs CFA d'Afrique centrale avant de pouvoir faire des transactions. Alors vous ne saviez pas ça? Non. Donc voilà. Donc l'intégration, la multiplication des échanges entre pays africains est particulièrement entravée. C'est pour cela que vous avez les données que je rassemble là. Donc, pendant que les exportations réciproques, c'est à peu près 15%, non, ça c'est le secteur manufacturier. Oui, bon, vous savez, il y a très peu d'industrie là-bas parce que notre fonction systémique assignée par la mondialisation, c'est de fournir nos matières premières aux autres pour qu'ils les transforment. Donc, il y a très peu d'industrie de transformation. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ça. Le commerce entre États africains représente à peu près 11%, tandis que dans les pays de l'OCDE, c'est 70%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était même à 80%. Au moment de 1945 avec la signature des accords d'Igate, General Agreement on Trade and Transaction, quelque chose comme ça.
technologie, etc., etc., etc. J'ai combien de temps, s'il te plaît, Aline? Ça va. Ça va? C'est ça on dit. Bon. Alors, comment investir? D'accord. Montage de projet, conseil en recherche de financement. Alors là, je vous emmène progressivement vers mon terrain de prédilection, puisque je suis consultant en ingénierie de projet, et notamment de projet Back to Africa, c'est-à-dire conseiller des personnes qui s'intéresseraient d'investir en Afrique, sur comment faire, sur quel secteur, etc. C'est le métier que je suis en train de développer. Sinon, mon gagne-pain aujourd'hui, c'est formation professionnelle. Bon, bref, je ne vais pas parler de mon CV, je ne cherche pas de travail. Hein. Donc, ça c'est un outil de gestion de projet qu'on appelle GCP. Donc, il m'est arrivé de faire des cours de GCP à Paris, je pourrais les refaire, mais c'est un outil qui permet d'optimiser ses moyens quand on n'en a pas beaucoup dans la réalisation, dans la conception et la réalisation de projets. Et donc, construire aussi nos moyens financiers. Je vous ai parlé des illicit flows. Vous ne pouvez pas reconquérir économiquement un continent aussi vaste si vous n'avez pas une stratégie financière autonome. Si vous dépendez du système bancaire tel qu'il est conçu et qui est extraverti, vous êtes pris. Donc, il faut envisager, anticiper cette souveraineté financière. Et ça, c'est une matrice que j'aime bien présenter parce qu'il y a beaucoup de couleurs et puis ceux qui ne sont pas habitués sont un peu impressionnés. Alors que c'est tout simple. Je vous classe les secteurs économiques de l'Afrique en fonction de quelques critères simples. Hein. Donc, les secteurs qui demandent beaucoup d'investissement, ce côté-ci, ou un peu moins ce côté-là. En descendant les secteurs à forte rentabilité, de plus faible rentabilité à la plus forte rentabilité, et c'est la même chose que je fais en bas, pour les marchés. Et j'obtiens donc au milieu ce diagramme. Donc les activités et secteurs forts, la défense, hydrocarbures, les mines, etc. Ce sont les trucs classiques. Les BTP aussi. Les activités au secteur faible, c'est les secteurs classiques de rente. La café, cacao, banane, comme ça. Bon, voilà, non transformés. Ce sont les secteurs faibles. Bien entendu, on peut changer l'échelle. Si on les transforme, ils peuvent devenir moins faibles. Et vous savez, dans la coupe de vie d'un produit, quand votre pâte dentifrice elle commence à être trop usuelle, on va mettre un vieux parfum dedans qui ne change rien à l'efficacité. Vous avez la pâte à l'effet qui se coule. Et puis tout le monde rachète cette pâte, tout le monde change la couleur. Donc on peut faire ça pour booster un marché qui s'affaiblit. En bas ici, activité au secteur phare. Agroalimentation, distribution, voyage multimédia, voyage, téléphonie, je viens de vous le signaler, etc. Bon, voici une matrice qui permet de voir un peu quels sont les secteurs de façon globale en Afrique qui ont plus de potentiel que d'autres. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Mon propos c'était l'Afrique première puissance économique mondiale. Est-ce que je vous ai dit ce que j'entendais par puissance? Ah bon, si quelqu'un vous parle de quelque chose dont il n'a pas précisé en quoi cela consiste, il est en train de vous couillonner. Donc, je vous ai présenté l'Afrique, au moins physiquement et tout. Je ne vous ai pas dit que la Chine, comme ça, tout ça pouvait rentrer dans l'Afrique tellement c'était grand, mais vous avez vu l'image. En réalité, je ne vous ai pas parlé de puissance et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vite passer, voilà, et vous parler de puissance. Avant, je vais rendre hommage à Cheikh Anta Diop, qui a publié cet ouvrage, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire en 1961. Je n'étais même pas né. Donc, ce que je suis en train de vous dire, j'ai essayé de vous dire avec des données relativement récentes, Cheikh Anta Diop l'a dit avant ma naissance. Donc, je vous renvoie à cet ouvrage sur comment articuler le potentiel économique de l'Afrique pour en faire une véritable puissance économique. Ce n'était pas son propos que d'être puissance économique, c'était juste de se renouveler soi-même, d'être souverain et de pouvoir suffire à soi-même grâce à ses ressources naturelles. Donc, Cheikh Anta Diop est le premier qui, dans ce document, parle de l'énergie solaire, parle d'un barrage, un seul barrage sur le fleuve Congo aurait suffi, donc c'était le projet dit Inga, aurait suffi à produire toute l'électricité nécessaire en Afrique. Un seul barrage. Le fleuve Congo étant le fleuve qui est le débit le plus puissant au monde. Et bien entendu, ce barrage, tout a été fait pour qu'il n'ait jamais lieu. Il y a même les services secrets français qui ont perdu un des leurs
Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire d'un certain Cyril, comment là? Yes, il est allé saboter le projet du barrage et puis il a été assassiné par les services de Mobutu et c'est là où les problèmes de Mobutu ont commencé. Bon, aujourd'hui, les Sud-Africains ont repris le barrage, le projet, ça s'appelle Inga 2, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire un barrage à la dimension de leurs besoins, donc ils vont fabriquer de l'électricité au Congo, ils vont l'importer entièrement ou quasi totalement en Afrique du Sud pour alimenter l'industrie d'extraction qui est très consommatrice d'électricité. Sous des régions du Congo où il n'y a pas d'électricité, exactement comme fait la France qui prend l'uranium au Niger, dans des villes où il n'y a pas d'électricité ou quasiment peu. Pas. Donc chez Anka Diop avait réglé le problème, je vous y renvoie, avec les données actuelles. Ce que je voulais dire, le voici, et je vais le dire en guise de conclusion ou d'ouverture, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce qu'une puissance? Un pays ou un groupement de pays est dit puissant lorsqu'il peut décider selon ses propres préoccupations et mettre en œuvre selon ses propres moyens. Premièrement. Et deuxièmement, lorsque ces initiatives qu'il a prises de plein droit, en toute souveraineté, impactent l'avenir des autres pays. Si la Chine, qui est le premier pays qui a la plus importante réserve des terres rares. Les terres rares, c'est un composite de matière qui rentre dans la fabrication des écrans plasma. Et je crois qu'il y a 80 et quelques pourcents des réserves mondiales prouvées en Chine. La Chine a juste interdit l'exportation de ces terres rares. Si tu veux fabriquer des écrans plasma, tu viens en Chine avec des ouvriers chinois. Au bout de 10 ans, les Chinois ont fabriqué les mêmes écrans plasma et puis toi, tu vends ton affaire ou bien tu périclites. Donc une décision stratégique prise par la Chine en toute souveraineté qui impacte le marché de la fabrication de tout ce qui dépend de cette ressource naturelle. C'est ça être puissant. Donc la puissance, ce n'est pas ce que je viens de vous faire. J'ai grainé un institut dans toute l'Afrique, mais où? Vous savez très bien que toutes ces ressources que j'ai énumérées appartiennent aux multinationales. Si vous ne le savez pas, prenez une vidéo de Zensou. Vous connaissez Zensou, l'employé de la Banque Rothschild. C'est un Africain, un Béninois, franco-béninois, employé de la Banque Rothschild. Puis dans une assemblée qui était censée être privative, a expliqué aux Européens que l'Afrique vous appartient. Pourquoi vous avez peur des Chinois? L'Afrique vous appartient. C'est vous qui avez le stock de capital le plus important sur place, c'est à vous, toutes les matières premières, etc. Effectivement, il y a des cas qui démontrent que British Petroleum, etc., ELF, etc., enfin, toutes les grandes enseignes que vous pouvez imaginer, stratégiques, ce sont elles les véritables propriétaires des ressources que je viens de vous énumérer. Donc je vais devenir puissant comme si ces ressources ne m'appartiennent pas en propre. Donc la question, c'était la puissance, ce n'est pas l'énumération des ressources, ça c'est vendeur de quincaillerie. Et donc c'est cette question que je vais soumettre à votre attention. Les décisions prises par les grandes puissances ont souvent un impact sur les autres nations, c'est ce que je venais de dire. Donc la puissance économique ne réside pas dans la collection d'opportunités et de potentiel économique, elle consiste dans la conscience collective de ses propres capacités et dans la mise en œuvre de dites capacités en toute souveraineté. En réalité, ce que j'ai appelé puissance, au point de vue de philosophie politique, ça s'appelle souveraineté. C'est le pouvoir de faire selon ma propre volonté. C'est ça. Donc puissance, j'ose un peu fourvoyer, c'est la souveraineté. Et cette souveraineté, elle est protéiforme. Voilà. Militaire, monétaire, spirituel, territorial. Dans ma première intervention, lundi, à Bellefontaine, je disais, ce qui caractérise ces 500 dernières années, pour nous, notre histoire, c'est une défaite militaire. Donc la première question à résoudre, c'est celle de la souveraineté militaire à reconquérir. Et ensuite, la souveraineté monétaire, etc. Simultanément ou successivement, c'est vous qui voyez. Mais c'est ça les vraies questions auxquelles il faut répondre pour parler de puissance économique. Les ressources naturelles, nous en Inde, elles étaient là. Le diamant ne m'a pas attendu pour exister en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'il manque, c'est ce que je viens d'évoquer.
C'est la souveraineté. C'est donc la conscience collective de notre manque de souveraineté et la volonté ferme de la reconquérir qui nous assurera cette puissance économique. Si tel est l'objectif que nous assignions. Il ne faut donc pas se tromper de problématique. C'est bien celle-là, de celle-là qu'il s'agit. Et c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai embarqué, mais c'est ça que je voulais dire. La montée en puissance irréversible de l'Afrique résulte moins de ces immenses ressources humaines, minières, végétales, etc., que dans le déploiement exponentiel d'une conscience historique collective depuis 2010. Avec l'Internet, bon, quand je dis la population africaine, elle est nécessairement jeune, hein, c'est un peu honnête de dire la jeunesse africaine, puisque la population est majoritairement jeune. Avec Internet, cette conscience, les questions comme le CFA n'ont jamais été aussi débattues en Afrique qu'au cours de ces dernières années. Et c'est ça, ce sont les questions vitales. Les questions de la transformation locale des ressources naturelles n'ont jamais été aussi fermement posées, alors que le livre de Cheikh Anta Diop qui en parle date de 1961. C'est ça qui va changer la donne. Que les jeunes, aujourd'hui, qu'ils soient de Martinique, de Guadeloupe ou bien de Douala, prennent en main la question de la conscience historique collective. Et posent fermement la question de la souveraineté. C'est ça qui donne le pouvoir et la puissance. Quand je suis souverain, quand je peux décider, moi-même en fonction de mes valeurs et de mes préoccupations, j'ai créé de la puissance. Et il n'y a pas d'autre puissance que cela. Et de mon point de vue, je vous ai dit que je n'étais pas africaniste, hein, je ne m'en excuse pas, loin de là. De mon point de vue, cette souveraineté doit se poser dans une perspective confédérative entre le continent mère et la diaspora. La souveraineté, en réalité, c'est ce que les panafricanistes qui parlent swahili appellent Umoja ni nguvu. Unity is strength. L'union fait la force, vous voulez pas. C'est ça. C'est l'union du continent et de la diaspora qui crée la souveraineté des populations d'ascendance africaine, puisque nous sommes aux journées d'ascendance africaine. C'est sur ça que je vais vous laisser en vous remerciant.